Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. On a envie de savoir où vous en êtes et comment vous inscrivez dans le débat politique. On va vous poser toutes sortes de questions ce soir. Et pour commencer, je vais vous poser des questions d'actualité. Le nucléaire est à l'heure actuelle en débat entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et les Verts. Est-ce que le nucléaire est une industrie d'avenir ? C'est certainement une industrie d'avenir. La question, c'est de savoir si elle doit rester seule comme industrie d'avenir. Ma conviction, c'est qu'il faut que la part du nucléaire diminue et que notre mix énergétique, notre cocktail énergétique fasse une part plus importante aux énergies renouvelables, aux nouvelles énergies, de façon à ce qu'on ait un équilibre qui soit meilleur. Il ne s'agit pas de renoncer au nucléaire, nous avons besoin du nucléaire, 75% de notre consommation électrique, mais il faut que cet équilibre soit meilleur et puisse être trouvé. Alors, l'équilibre, selon François Hollande, le bon équilibre, c'est en 2025, 50% de l'électricité en provenance du nucléaire. C'est une bonne direction c'est une belle ambition. La question est de savoir si c'est réaliste. Aujourd'hui, nous assistons à une bataille de chiffonniers, un véritable dialogue de sourds. Il faut mettre l'ensemble des données sur la table. Alors il y a bien sûr la donnée de l'emploi. Combien d'emplois seront perdus dans la filière nucléaire ? Combien pourraient être gagnés dans d'autres filières ? Il y a la question des avantages qu'apporteraient des énergies renouvelables. Il y a la question de l'indépendance de la France. Tout ça doit être mis sur la table en prenant en compte, dans les deux cas, les hypothèses. Si nous augmentons la part du renouvelable, tout ceci a effectivement un coût important et l'UMP l'a chiffré en arrivant à des chiffres astronomiques. Mais si nous augmentons, ou voulons renouveler notre parc nucléaire, tout ceci a un coût. Un certain nombre de centrales deviennent obsolètes, un certain nombre de centrales devront être aménagées ou remplacées. Donc il faut parler de la même chose. Donc je pense qu'il faut tendre vers un rééquilibrage. Alors on peut fixer 50%, 60%, il faut être pragmatique. Et puis la crise apporte des contraintes financières lourdes, mais je crois qu'il faut avancer vers un objectif 2025, 2030. Il faut discuter de l'objectif le plus réaliste. En tout cas, c'est un débat qu'il faut ouvrir, mais qu'il faudrait essayer d'ouvrir plus sereinement qu'il ne l'est aujourd'hui. Et avec en perspective la sortie du nucléaire ? Non. Je crois que pour la France, c'est un choix qui est un choix structurant, c'est un choix qui nous offre aujourd'hui non seulement l'indépendance, mais en même temps d'immenses avantages. C'est une industrie propre, donc nous n'avons pas vocation à aujourd'hui envisager la sortie du nucléaire, mais à arriver à une proportion qui soit plus réaliste, en souhaitant que des solutions soient trouvées à plus ou moins longue échéance pour le retraitement des déchets, par exemple, sur la sûreté des centrales. Il faut continuer de travailler. Je vois un grand avantage à se poser la question d'une augmentation des énergies renouvelables. C'est de faire marcher notre recherche et l'innovation. L'Allemagne a fait un choix qui est de se passer du nucléaire. Il est fort probable que dans le domaine de la recherche, il y aura un boom formidable en Allemagne au cours des prochaines années. En France encore. Il faut que nous comprenions qu'il y a là une filière d'avenir, qu'il y a là une nouvelle industrie qui va voir le jour, et nous ne devons pas nous priver de la possibilité de nous positionner sur ces créneaux. Plus qu'on ne le fait maintenant. Plus qu'on ne le fait. Je vois par exemple l'énergie solaire. C'est moi qui, comme Premier ministre, ai donné le coup de fouet pour essayer d'augmenter cette énergie solaire. Malheureusement, on a vu cette filière être très largement démantelée au cours des dernières années. C'est regrettable. L'accord entre les Verts et le Parti socialiste évoque également la possibilité de l'abrogation du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous connaissez bien le Conseil de sécurité de l'ONU. La France a fait pratiquement jouer son droit de veto. Il faut l'abandonner ? Non, il ne faut pas l'abandonner et il faut se méfier de la politique politicienne. Quand la politique devient un marchandage, quand la politique devient une négociation sur un coin de table, elle ne s'honore pas et elle brade rapidement les intérêts nationaux. Je crois que ce sont des sujets sérieux qui ne doivent pas être traités dans ces conditions-là. Ce n'est pas quelques élus autour d'une table qui peuvent prendre des positions ou des décisions de ce genre. Ça mérite une réflexion beaucoup plus ample. Et en tout état de cause, dans le monde dangereux qu'est le nôtre, c'est un atout considérable et un élément d'influence et de puissance pour la France dont nous n'avons pas droit de nous passer. Et si nous décidions d'y renoncer, non seulement ce serait un drame pour notre pays, mais aussi pour l'équilibre même de la planète. Alors, le journal du dimanche titre aujourd'hui « L'euro passera-t-il Noël ?»
Votre réponse? J'ai posé cette question en 2009 dans l'un de mes ouvrages. C'est une vraie question. Et à la vérité, je ne suis pas sûr que les dirigeants européens fassent tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent passer, je ne sais pas Noël, mais en tout cas l'hiver. Un certain nombre de décisions structurantes s'imposent. Ces décisions n'ont pas été prises. Certes, des décisions ont été prises au fil de l'eau, de sommet en sommet, mais qui n'ont pas eu guère plus d'effet que pour les 15 jours, 3 semaines qui suivaient. Aujourd'hui, il faut prendre des décisions courageuses. Puis j'en reviendrai à cette philosophie qui était celle de Gerhard Schröder et de Jacques Chirac. Au lendemain du traité de Nice, en réunion de Blechheim, Jacques Chirac a fait amende honorable en disant « La France n'a pas assez pris en compte les intérêts de l'Allemagne, il faut que nous fassions chacun la moitié du chemin ». La France doit faire la moitié du chemin, mais l'Allemagne doit faire aussi la moitié du chemin. Aujourd'hui, ce n'est pas la philosophie qui règne dans le couple franco-allemand. Dès 2005-2006, j'ai proposé comme Premier ministre que la France avance vers une union d'États franco-allemande. À l'époque, on m'a ri au nez. Mais c'est aujourd'hui une nécessité. Et j'ai proposé, dans le programme de République solidaire, qu'on se dote d'un outil. Il n'y a pas d'outil dans le franco-allemand. Vous savez, le seul levier du franco-allemand aujourd'hui, hormis le traité de l'Élysée, s'appelle Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Justement. C'est pas beaucoup pour travailler toute la semaine et tous les mois. Je propose donc qu'il y ait un haut commissariat franco-allemand qui ait vocation à travailler en permanence avec un secrétaire général de ce haut commissariat. C'est-à-dire que nous avons besoin de rapprocher les points de vue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Justement, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy étaient ensemble à Strasbourg cette semaine. Nicolas Sarkozy a fait le choix stratégique du partenariat avec l'Allemagne pour éviter que l'euro ne sombre, pour éviter aussi que la France ne soit dégradée et que le AAA soit perdu. On verra si on y parvient. Mais voici ce que disait Angela Merkel à propos d'une demande française sur un rôle accru de la Banque centrale européenne. Le président français vient d'indiquer que la BCE est indépendante et donc les modifications éventuelles du traité ne concernent pas la BCE qui, elle, s'occupe de la politique monétaire, de la stabilité monétaire. La Commission a énuméré un certain nombre de propositions pour la discipline budgétaire qui sont tout à fait bienvenues. Discipline ? BCE qui ne doit pas s'occuper des pays endettés, pas d'emprunt communautaire européen pour venir au secours des pays endettés. On va avoir une Europe allemande ? Mais on ne va pas avoir, nous avons une Europe allemande, Olivier Mazerolle. C'est bien aujourd'hui la grande difficulté. Et cette Europe allemande ne prend pas en compte l'intérêt général européen, en tout cas pas suffisamment. Regardez ce que serait une politique d'équilibre. Nous avons besoin de davantage de discipline financière et budgétaire. Nous savons tous que la situation est difficile et je ne vous ferai pas une confidence, vous le savez, la situation ne va pas s'améliorer. Elle va continuer de s'aggraver au point qu'il y a de fortes chances que la France soit mise sur surveillance au début de l'année prochaine. Dans ce contexte, comment faisons-nous pour faire barrière à la spéculation, à des marchés qui anticiperont le pire? Il faut donc plus de discipline financière. C'est une concession et une nécessité que nous devons nous imposer à nous-mêmes et c'est une concession qu'il faut faire aux Allemands. Mais parallèlement, il faut plus de solidarité sur le plan financier. Ça veut dire, oui, il faut modifier les statuts de la Banque centrale européenne pour que la Banque centrale puisse être prêteur en dernier ressort et garantir à toute l'Europe ses emprunts. À partir de là, il n'y a plus de spéculation possible. Et il faut des euro-obligations, deuxième outil de mutualisation des dettes qui casseront littéralement le risque spéculatif sur l'Europe. Vous aurez l'occasion de parler plus longuement de l'Europe tout à l'heure à l'occasion d'une des séquences de cette émission. Mais je voudrais vous faire part de ce que Jean-Marie Le Guen, qui est un leader socialiste et supporter de François Hollande, écrivait sur son blog cette semaine après ce rendez-vous de Strasbourg. Nicolas Sarkozy ressemble plus à Édouard Daladier qu'à Charles de Gaulle et François Mitterrand. C'est cruel et c'est sans doute faux, parce que la tâche de Nicolas Sarkozy n'est pas simple. C'est notre philosophie de l'Europe qui fait défaut et on ne peut pas aujourd'hui faire porter le poids de la responsabilité sur le seul Nicolas Sarkozy. C'est aujourd'hui le problème de tous les dirigeants européens. Parce qu'à la vérité, nous n'avons pas de vision de l'Europe. Donc c'est une nouvelle philosophie de l'Europe. Il faut réinventer pour l'eurozone, pour la zone euro, de nouvelles structures et de nouveaux objectifs. Et il faut réinventer pour l'Europe à 27, c'est-à-dire dans le domaine intergouvernemental, de la même façon, de nouveaux outils et de nouveaux objectifs. Donc c'est une révolution européenne qu'il faut faire. Aujourd'hui, disons les choses franchement,
nous sommes un peu courts des pattes de devant. Nous manquons d'ambition, nous manquons de vision, et le résultat, c'est qu'on met la poussière sous le tapis, mais qu'on ne règle rien. Alors, vous parlerez de ça plus longuement tout à l'heure. Une autre question, les socialistes veulent instaurer en France le droit de vote des étrangers pour les élections locales. Nicolas Sarkozy dit que c'est une voie hasardeuse, et vous ? Oui, je pense la même chose. Je suis convaincu qu'il ne faut pas toucher à la citoyenneté. La citoyenneté est un élément essentiel du droit de vote et de l'indépendance nationale. Je crois qu'à vouloir mêler les choses, on crée non seulement de la confusion, mais on crée de la division. La citoyenneté, moi, c'est le fondement même du programme que j'ai défendu. Le renouveau du citoyen, avec des droits et des devoirs. Et le droit de vote devrait être, à mon sens, obligatoire dans notre pays. De la même façon, le devoir de payer l'impôt me paraît devoir s'imposer à tous, y compris de façon symbolique. Donc, toucher à la citoyenneté me paraît dangereux, qui plus est dans une période de crise. Cela fait partie vraiment des sujets qui ne méritent pas d'être posés. On a quand même le sentiment que pour la droite et la majorité actuellement, les étrangers sont en point de mire, parce que non seulement il y a ce refus du droit de vote pour les étrangers, mais il y a également les déclarations de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui a encore déploré aujourd'hui que la France accueille 200 000 étrangers en situation irrégulière par an sur son sol. Il trouve que c'est trop. Il annonce un durcissement de la réglementation sur l'asile politique, un durcissement de la réglementation des mariages. Irrégulière ou régulière Irrégulière, oui. Régulière, oui, pardon. Un durcissement du mariage avec des étrangers. Bref, on a l'impression que quand même, on court beaucoup après les électeurs du Front National. C'est le drame des élections dans notre pays. Elles donnent souvent lieu à des polémiques et à des règlements de compte idéologiques. L'intérêt de notre pays, c'est bien sûr de rester un pays ouvert. C'est de refuser la fraude et de refuser l'immigration irrégulière et de se donner les moyens d'éviter tout dérapage dans ce domaine. Mais parallèlement, il faut penser à nos intérêts. Je vois par exemple qu'on veut restreindre la possibilité pour les étudiants étrangers ayant fait leurs études en France de travailler dans notre pays. Mais c'est un intérêt fondamental pour la France. Quand vous avez des étudiants chinois, russes ou d'autres pays qui viennent travailler chez nous, ça veut dire quoi ? Ils parlent notre langue, ils connaissent notre mentalité. Ils ont la possibilité, en travaillant dans notre pays, d'apprendre véritablement le fonctionnement de notre pays. De retour dans leur propre pays, ils seront des avocats des intérêts de la France, qu'il s'agisse de choix de marché, qu'il s'agisse d'explication de notre politique. Mais ils y retourneront. Vous savez, dans la mondialisation, les choses ne sont pas figées. Il y a des allers-retours en permanence. Et d'ailleurs, on devrait réfléchir en matière d'immigration à la possibilité de ces allers-retours davantage. Nous sommes dans un nouveau monde et nous sommes là, tels de vieux fossiles, de vieux croutons, à nourrir des peurs, alors qu'il faut vivre avec notre temps et nous devrions en être heureux et en être fiers. Nous sommes d'un pessimisme effrayant et ce pessimisme nous amène à des crispations et à des peurs qui sont dangereuses. Claude Guéant est pessimiste. Je ne parlais pas pour Claude Guéant en l'occurrence, mais je crois qu'il faut sans doute prendre de la hauteur et éviter de jouer des polémiques et des peurs. Le Maroc, un pays que vous connaissez bien, que vous y êtes né, et vous y allez fréquemment. Les électeurs ont voté en faveur des islamistes dits modérés. Alors, modérés, en Tunisie, ils sont modérés également. En Libye, ils seraient modérés. Ça suscite des peurs. Eh bien, écoutez, pas moi. Moi, j'ai pas peur. Je connais le parti Justice et Développement au Maroc. Je sais qu'aujourd'hui, dans tout le monde arabe, il y a davantage une islamisation de la société qu'une islamisation et une radicalisation d'un islam politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que au sein de la société, il y a une aspiration identitaire forte à un retour à l'islam. Il faut le prendre en compte. Et nous n'avons pas à porter de jugement sur cette situation. Les sociétés évoluent et c'est le droit de chacun de choisir son destin et de choisir sa vie. Au Maroc, par exemple, personne ne peut nier l'existence de problèmes importants, notamment de problèmes sociaux. Qui, aujourd'hui, s'en préoccupe ? Qui se préoccupe des difficultés, des injustices ? Eh bien, il se trouve que souvent, dans le monde arabe, les partis islamistes mettent en avant des programmes sociaux plus audacieux, plus forts que les autres.
Et les partis plus conservateurs jouent de nos peurs, et on s'est souvent allié avec ces mouvements les plus conservateurs, les plus archaïques, pour soutenir des régimes qui n'auraient pas mérité qu'on les soutienne. Donc je crois que là aussi, il faut que nous fassions notre révolution culturelle, il faut que nous ouvrions les yeux. Bien sûr, tout ceci ne doit pas porter atteinte à des droits fondamentaux, au statut de la femme, aux évolutions démocratiques, mais regardons du côté de la Turquie, oui, il y a la possibilité, et la Turquie constitue souvent un exemple aujourd'hui pour le monde arabe, il y a la possibilité de vivre différemment et de laisser à ces mouvements la place qu'ils ont aujourd'hui dans cette région. On fait de la haute politique ? La thèse du complot pour Dominique Strauss-Kahn redevient d'actualité, vous y croyez ? J'allais dire, c'est intéressant, c'est amusant, ça s'appuie sur bien peu de choses. Le journaliste, M. Epstein, le dit lui-même, ça s'appuie sur une hypothèse, un téléphone portable. On pourrait faire la construction exactement inverse à partir de la perte de ce téléphone portable. Donc voilà, en attendant d'avoir d'autres éléments, je crois qu'il est totalement prématuré de s'engouffrer dans cette brèche. Hervé Morin est candidat à l'élection présidentielle ? Un grand journaliste français l'a dit, et je partage son sentiment, c'est son droit. Je précise que ce grand journaliste français n'est autre qu'Olivier Mazerolle. Bon, Dominique de Villepin, on se retrouve dans un instant pour la deuxième séquence de l'émission, le reportage. On va parler de vous et de votre candidature éventuelle. Diable.